Eh bien, bonsoir Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane. Avec un programme très chargé, je crois que tu t'es entraîné à le raconter très vite. Programme très chargé. Laurent Fraissinet, vainqueur au Sénat, tournoi anniversaire de Viktor Korchnoi avec la victoire impressionnante de Vladimir Kramnik contre Kasparov. Il y a également le mémorial Capablanca avec la présence de nos deux Français Arnaud Hochart et Igor Nataf. Et évidemment, au cours de cette édition, Stéphane, une petite rubrique Chess People avec Jean-Luc Chabanon en direct de Cannes. Également, annonce de tournoi en vrac, mais surtout les parties commentées. Surtout les parties commentées avec une super partie Kramnik-Kasparov. Superbe partie, on y viendra tout à l'heure. Il y aura également aussi deux petites combinaisons si nous avons le temps, puisque le programme est assez chargé. Petite combinaison de Tony Miles qui bat Igor Nataf à Cuba, et également combinaison de Kasparov qui fait une très belle attaque de mat contre Viktor Korchnoi. On va rappeler Mémorial Capablanca. Capablanca, c'est le nom d'un ancien champion du monde d'échecs. Capablanca, le cubain, donc, qui était ambassadeur de Cuba en même temps, et qui donc est mort, ça fait quelques années déjà maintenant, et qui était champion du monde dans les années 20-30, et qui donc voit un mémorial à son nom organisé à Cuba depuis maintenant plus de 20 ans. C'est vrai que c'était quand même le joueur cubain le plus fort de tous les temps. Son niveau n'a jamais été atteint depuis par un joueur cubain en tout cas. C'est clair que Capablanca est encore là-bas une star de toute façon. Oui, c'est encore une star. Et celui qui l'a remplacé dans le cœur des Cubains, c'est Arencibia, on peut dire, qui a été champion du monde junior. D'ailleurs, il m'a dit que c'est le seul qui a été champion du monde junior depuis Capablanca. La nouvelle star cubaine, donc Walter Arencibia, qui est un Elo 2550, donc on voit qu'on est quand même loin du niveau d'un champion du monde. Oui, tout à fait. Alors, on va peut-être démarrer avec la première partie commentée. Oui, on peut quand même rappeler, on peut parler un peu de Laurent Fraissinet au Sénat, puisque oui. Donc déjà rappeler qu'on peut le retrouver dans Diagonale événements, oui. Revivre tous les matchs, et également détailler un petit peu son parcours, parce que c'est quand même la mascotte de Diagonale, c'est quand même un événement. Il faut donc en parler, Stéphane. C'est bon, on ne peut pas ignorer la victoire le week-end dernier de Laurent Fraissinet au Sénat. La surprise générale, c'était le plus petit Elo. Et il bat le Joël Lautier, qui était déjà une première surprise. Et ensuite, il confirme en battant Spassky, finalement sans prendre trop de risques. Oui, Laurent Fraissinet qui a pris Boris Spassky à son propre piège, puisqu'on sait que Spassky est un joueur très solide, donc très difficile à battre. Il a pris son temps, Laurent Fraissinet. Il n'a pas essayé de forcer. Il a fait 2 nuls dans les parties semi-rapides, des nuls solides. Ensuite, des nuls en blitz. On pensait que l'expérience de Spassky allait finalement payer contre Laurent Fraissinet, qui allait peut-être finir par s'endormir. Et en fait, non, c'est tout le contraire. Dans cette deuxième partie de la deuxième série de blitz, donc c'était déjà la 6e partie entre les deux joueurs, eh bien, Laurent Fraissinet s'impose très brillamment. C'est une des plus belles victoires de Laurent Fraissinet, on peut le dire. C'est une des plus belles performances de sa carrière, c'est clair, avec évidemment les titres chez les jeunes, puisqu'on sait qu'il avait été vice-champion du monde des moins de 18 ans, ce qui est déjà bien, vice-champion du monde Benjamin, toujours deuxième, mais cette fois-ci c'est enfin premier. Enfin premier, il confirme et il progresse à pas de géant, il va passer les 2006 Elo probablement au prochain classement. Il a déjà plus de 2620 au classement fictif, au classement qui n'est pas publié mais qui va l'être, donc c'est extrêmement bien, il va rejoindre Étienne Bacrot. On peut en profiter, Stéphane, pour rappeler le site qui a été partenaire du Sénat, c'est donc Sport Échec, qui passe en ce moment nombreuses interviews des joueurs. Il y a des interviews de Christian Bauer et de Laurent Fraissinet. Il y a également Jean-Luc Chabanon qui a été interviewé là-bas. Et on peut citer un petit passage de l'interview de Laurent Fraissinet qui dit voilà, le match qui me faisait peur, c'était contre Joël Lautier, parce qu'il est très fort, il m'avait déjà battu 2-0. Mais une fois que je l'ai battu, je me suis senti beaucoup plus détendu. Et Spassky, je savais qu'il était solide, donc je me suis simplement dit, ça prendra plus longtemps. Voilà, ça prendra plus longtemps. Donc assez serein quand même, Laurent Fraissinet. Il n'a pas craqué, et il a fait une excellente performance. Donc on vous invite à revoir toutes ces vidéos, tous les matchs en direct, diffusés en vidéo sur Diagonale événements. Sénat 2001 évidemment, à ne pas confondre avec Sénat 2000, puisqu'on a aussi l'édition du Sénat 2000 qui est en vidéo à la demande. Oui, qui est intéressante aussi, puisque c'est Chirov qui avait gagné le tournoi en battant ce même Boris Spassky en finale. Donc Boris Spassky toujours deuxième au Sénat. Oui, Boris Spassky qui est un peu la Shkumun au Sénat. On peut donc enchaîner avec le mémorial Capablanca. Rappeler donc que ça se passe à Cuba, que c'est un tournoi long, puisqu'il y a donc 13 joueurs, 14 rondes, tournoi très long. Enfin 13 joueurs, 12 rondes, mais il y a un jour de repos. Oui. Moyenne Elo 2552, c'est donc un très fort tournoi. Et c'est probablement, Stéphane, le seul tournoi important qui a lieu à Cuba. Oui, c'est le seul tournoi de catégorie internationale qui a lieu à Cuba, effectivement. Mais tous les ans, il y a des Français d'ailleurs tous les ans qui y vont quasiment. Je crois Étienne Bacrot y est allé une année. Il avait fait un bon résultat, je crois. Sans doute. Ouais. Étienne Bacrot est très fort. Et puis cette année, on a 2 Français. On a Igor Nataf et Arnaud Hochart. Voilà, un petit peu là-bas,
j'aurais tendance à dire en touriste, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque les joueurs d'échecs sont quand même avant tout professionnels. Ils sont donc obligés de faire des résultats. Mais en croisant Arnaud Auchard et Igor Nataf avant le tournoi, eh bien, on a l'impression qu'ils voulaient quand même bien profiter de Cuba. Et évidemment, pour une fois que des joueurs d'échecs s'intéressent au paysage, on ne peut que les féliciter. Alors pour en revenir, ça y est, on va enfin revenir à notre partie commentée du jour, c'est au mémorial Korchnoi. Alors enfin, attention, pas mémorial, attention, pas alors, mémorial, l'anniversaire de Korchnoi, parce que Korchnoi est toujours vivant, puisqu'il a joué son propre tournoi. C'est l'anniversaire de Korchnoi, 70 ans, et toujours dans les 30 meilleurs joueurs mondiaux. Oui, alors il a toujours plus de 2650 au classement Elo, c'est remarquable. Parmi les joueurs à 70 ans et plus, le joueur qui est juste après lui n'a que 2450. Je crois qu'il s'agit de Miguel Najdorf, donc le joueur argentin. Exactement. Donc, Victor Korchnoi qui pulvérise, entre guillemets, le championnat du monde super vétéran à plus de 70 ans. C'est une compétition fictive qui n'existe pas, mais si elle avait lieu, eh bien, évidemment, ça serait Victor Korchnoi l'énorme favori. Alors, la composition du tournoi, on va la rappeler. Il y a 3 groupes, dans le tournoi, il y a un seul groupe de joueurs, mais il y avait 3 catégories de joueurs invités. Donc, il y avait les tops, Kasparov, Kramnik, Svidler. Il y avait également Short et Piquet. Donc ça, c'était, il y avait des forts joueurs. Il y avait des Suisses, puisque le tournoi avait lieu en Suisse. Il y avait donc Florian Jenny, qui est le nouveau joueur jeune suisse. Yannick Pelletier, qui est champion de Suisse. Il y avait également Hunziker, mais ça, lui, il est dans la 3e catégorie, la catégorie qu'on peut qualifier de papy. Ouais, les papys. Donc il y avait Hunziker, Spassky et Korchnoi. Korchnoi, exactement. Il y en avait encore un, je ne sais plus qui c'était. Donc il y avait des tops, des Suisses et des papys. Pour les 70 ans de Korchnoi, qui est suisse, qui est top et qui est un peu âgé, eh bien, donc tout le monde était représenté. Superbe tournoi et Victor Korchnoi s'en est pas mal sorti. Il n'a été éliminé malheureusement que par Kasparov. Mais la grande surprise de ce tournoi, Stéphane, c'est le duel final Kasparov contre Kramnik. Enfin, c'est un peu le duel attendu. Et par contre, ce qu'on attendait, c'était est-ce que Kramnik allait confirmer son match contre Kasparov? Eh bien, effectivement, il confirme et il réussit à battre encore une fois Kasparov. Il est en train de devenir sa véritable bête noire. Complètement, complètement. À l'image donc de la partie du jour que vous avez ici à l'écran, Vladimir Kramnik à les blancs contre Garry Kasparov. Stéphane, une très grosse partie. Évidemment, Garry Kasparov, quand il joue contre Kramnik avec les noirs, repense forcément au match de Londres. Bah oui, forcément. Et Kramnik ne change pas sa technique. Il continue toujours d'ouvrir avec le coup 1 D4. D4, Vladimir Kramnik contre Garry Kasparov. Cavalier F6. Alors là, à noter, Stéphane, comme une grosse particularité, c'est que c'est en semi-rapide. Oui. Donc ça change tout. Ça change tout puisque les coups sont plus intuitifs et moins calculatoires. C4, E6. Vladimir Kramnik, au championnat du monde, avait joué systématiquement, Stéphane, ou quasiment, le coup KSC3 qui permettait la Nimzowitsch. Et là, donc la Nimzowitsch, c'est fou B4 qui cloue le cavalier en prenant le contrôle des cases blanches, mais là, il ne le permet pas. Il joue cavalier F3, donc un coup différent, puisque ça ne permet pas fou B4 qui cloue le cavalier, qui a des avantages, notamment celui d'éviter la Nimzowitsch, mais qui a aussi des inconvénients, c'est que ça permet, par exemple, à Garry Kasparov de jouer le coup D7, D5 en évitant le gambit-dame variante d'échange. Donc en fait, c'est de toute façon dans les ouvertures, tout se vaut. C'est une citation de Joël Lautier dans les ouvertures. Quand on cherche bien, toutes les variantes se valent et sont égales. Ici, cavalier F3 ou cavalier C3, c'est une affaire de goût. Évidemment, les deux joueurs connaissent les subtilités. Ici, Kasparov joue D5, transposant dans un gambit-dame, mais en évitant certaines variantes. Voilà, tout à fait. Alors là, donc Kramnik continue avec le coup logique cavalier C3. Développement de pièces. Toujours développement de pièces. Et là, Kasparov opte pour une variante, je crois, viennoise, c'est ça? C'est la variante viennoise du gambit-dame. Puis on prend C4. On prend C4. Alors, à noter évidemment que le coup principal dans cette position, c'est le coup fou F8 en E7. Et là, on aurait une position hyper connue. Les matchs marathon Garry Kasparov contre Anatoly Karpov, Moscou 85, où cette position a eu lieu dans plus de 3 parties sur 4, puisque les joueurs jouaient ça avec les blancs et avec les noirs. Donc l'évaluation est à peu près égale. Mais en tout cas, ici, Garry Kasparov a décidé de jouer des prends C4. Donc en semi-rapide, on le rappelle, Stéphane, il y a un effet psychologique important. Kasparov ne joue pas souvent ce coup, il a sans doute voulu surprendre. Il a voulu surprendre Kramnik. Kramnik ne se laisse pas démonter, il joue un coup le plus solide, on peut dire, le moins risqué. Il aurait pu, parce que sûrement que la continuation ici la plus forte, c'est de jouer E2, E4, probablement. C'est la continuation la plus forte, c'est en tout cas celle qui est recommandée par la théorie. La théorie, on va rappeler ce que c'est, Stéphane, c'est l'ensemble des parties jouées. L'ensemble des parties jouées et commentées, disons, analysées par les meilleurs joueurs. Exactement, c'est donc tout ce qui est déjà connu. Donc on considère que dans cette position après la prise en C4, il faut avancer le pion E2 en E4.
avec des positions très très complexes. Ensuite, le fou F8 vient sur la case B4. Il y a du contre-jeu dans tous les sens, ça chauffe. Vladimir Kramnik, en semi-rapide, n'étant pas sûr de lui, n'étant pas sûr de se rappeler des variantes qui sont extrêmement tendues et compliquées, préfère jouer le coup 5 E3. Ça a un avantage, c'est que ça défend le centre. Et ça récupère le pion C4 obligatoirement. De manière forcée, puisque les noirs ne peuvent pas le défendre. Donc Kramnik, ici, prend une décision, on va dire, pratique. A6, ça c'est normal, vous allez comprendre l'idée de ce coup tout de suite après, puisqu'ici on menace de jouer B5, Stéphane. On menace de protéger le pion. Fou prend C4, on fait B5 quand même. Donc là, on gagne un temps sur le fou, puisqu'on l'attaque. Fou D3. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette position? Il y a une structure de pion qui est à l'avantage des blancs sur le long terme. Il faut donc réagir. Il faut réagir et en général, il ne faut pas laisser les blancs trop solides au centre. C'est une réaction classique que va faire Kasparov. Une réaction qu'on voit même y compris dans le Gambit Dame avec une variante connue, une variante Tarrasch, je crois. Oui, tout à fait. Qui permet de contre-attaquer au centre et qui est classique dans beaucoup de positions. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas se laisser étouffer. Dans cette position, on peut très bien imaginer que les blancs arrivent à mettre un pion en B4. Ils arriveraient à pousser B2, B4, c'est possible. Ensuite, avec un duo de pions en D4 et en C4, ils contrôleraient gravement la case C5, qui ferait donc un pion C7 arriéré pour les noirs. Ça, c'est l'idée stratégique des blancs dans cette position. Et évidemment, les noirs, comme ils ont le temps, ils sont en avance, ils jouent C7, C5. Voilà, avec l'invite évidente, c'est que si les blancs prennent un C5, on gagne un temps de développement en sortant le fou. C'est ça. Fou On prend C5. récupère, fou prend C5. Donc là, il n'y a plus qu'à compter les pièces sorties. Après, fou prend C5. 3 pièces pour les blancs, 2 pour les noirs. C'est donc à peu près équilibré. Et au niveau de la structure de pion, Stéphane, ça deviendrait complètement symétrique. Oui, effectivement, puisqu'il y aurait 2 pions en l'aile dame et 4 pions en l'aile roi des deux côtés. Dans cette position, Vladimir Kramnik ne tolère pas les pions A6, B5. Le coup qu'on aurait tendance à conseiller, c'est de jouer petit roc quand même, Stéphane. Oui, on a envie de roquer puisque ça a l'air d'être le moment. Mais Kramnik ne le fait pas. Alors, on va peut-être expliquer pourquoi. Alors que là, nous avons du vert, mais c'était momentané, évidemment, puisque ça a été récupéré. Petit roc, c'est le coup attendu, mais Kramnik ne le joue pas. Quelle est en fait l'explication? Pourquoi Kramnik décide de ne pas tout de suite roquer? Ça, on peut se poser la question quand même. Mais peut-être il a envie d'engager les hostilités tout de suite. Il ne veut pas que les noirs se concentrent. Il ne veut pas permettre aux noirs de jouer fou B7, par exemple. Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est que dans cette position, les noirs, sur le long terme, s'ils arrivent à stabiliser leur position, eh bien la structure va s'égaliser. Les pions C et D vont s'échanger, tout simplement. On aura donc une structure de pions égale. Il faut absolument trouver des choses maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Dans quelques coups, Kasparov aura sorti toutes ses pièces. Donc Kramnik ne tolère pas ça. Il joue tout de suite une réaction, A2, A4. Il n'est pas pressé de roquer. Il est d'abord pressé de provoquer des changements pendant que les noirs n'ont pas encore sorti toutes leurs pièces. Voilà. Donc la question, en fait, le problème philosophique, on va dire, roquer ou ne pas roquer, on a toujours envie de roquer. Mais il faut toujours se demander, si tout le monde sort ses pièces de façon normale, qu'est-ce qui va résulter? Eh bien ici, on voit tout de suite que la position sera égale. Donc il ne faut pas roquer quand on a les blancs et qu'on joue pour le gain. A2, A4. Donc ça posait la question pour le pion B5 qui était attaqué par le pion A4, le cavalier C3 et le fou D3. Donc c'était intenable pour les noirs. Il fallait forcément soit prendre en A4, qui aurait été sûrement une mauvaise décision, puisque ça ouvrait la colonne de la tour, soit pousser B4 et Kasparov opte pour la deuxième option. Il n'a pas vraiment le choix, Garry Kasparov, dans cette position. Il joue donc B5, B4, attaque le cavalier C3, ce cavalier doit déménager et vient naturellement sur la case E4. Oui, le case au centre, ça a l'air d'être mieux que de venir sur la case E2 où il aurait un peu embêté les propres pièces des blancs. Oui, parce que les blancs doivent faire attention, Stéphane, il ne faut pas oublier ça non plus. C'est que la structure de pion maintenant a changé, elle a été bouleversée par le coup A4, B4, enfin c'est les deux derniers coups. Et ici, les noirs commencent à prendre de l'espace. Ils gagnent du terrain. Oui, ils gagnent un peu de terrain, oui. Donc il ne faut surtout pas repartir en arrière, il faut plutôt aller de l'avant pendant que justement on compte les pièces sorties. Les blancs en ont sorti 3 et les noirs une seule. Il faut donc aller de l'avant. Jouer cavalier E4, ne pas avoir peur. La menace directe, c'est cavalier E4 prend pion C5, sans surprise. Garry Kasparov n'a pas envie de jouer cavalier prend cavalier, puisqu'après fou prend, il serait obligé de perdre encore du temps pour protéger sa tour A8 ou pour la bouger. Donc il joue cavalier BD7, sort une pièce, défend le cavalier F6, bref, un coup parfait. Et défend le pion C5. Et défend le pion C5. Là, Kramnik choisit de prendre en F6. S'il ne prend pas F6, c'est les noirs qui pourront prendre en E4 peut-être. Pas forcément, mais dans cette position, les noirs vont simplement jouer fou B7 de toute façon. Ou fou B7 et on ne pourra pas tenir le cavalier en E4. Ça va arriver finalement au même. Donc cavalier prend F6, cavalier prend, et maintenant le coup petit roc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a décalé le roc, Vladimir Kramnik, pour provoquer
Garry Kasparov à prendre de l'espace. Donc c'est curieux. Donc il le fait venir un peu. Oui, il le fait avancer. L'explication est simple, je pense, Stéphane, il a voulu casser ce duo de pions A6, B5. Les pions étaient situés comme ça. Il a provoqué le pion B5 et avancé sur la case B4. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, Vladimir Kramnik? Eh bien, il va mettre la pression avec son fou D3 vers le pion A6. Et si ce pion bouge, eh bien, il y aura la case B5 qui fera échec au roi. Parce que n'oublions pas que dans cette position, eh bien, les noirs n'ont pas encore roqué. Les noirs sont en retard de développement. Donc, évidemment, ici, Vladimir Kramnik va jouer l'activité. Il va mettre la pression sur le pion A6. Et le troisième plan, eh bien, il va nous le montrer très très vite, après fou B7. Ici, Vladimir Kramnik, c'est le moment du plan. Il faut trouver comment faire pour faire fructifier la petite avance de développement des blancs. Oui, là, pas évident. Il va jouer un coup qui n'a pas l'air tout à fait évident, Vladimir Kramnik, puisqu'il choisit maintenant de prendre le pion C5, ce qui a l'air d'accélérer le développement des noirs. Exactement, alors qu'en fait, c'est le contraire. Alors c'est ça qu'il faut expliquer. C'est une position complexe, évidemment. Les blancs donc, ont réussi à provoquer quelques affaiblissements avec leur coup A4. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut jouer ce coup thématique E3, E4, Stéphane. E3, E4, mais pour l'instant on ne peut pas parce que le case E4 est bien contrôlé par les noirs. La case E4 est bien contrôlée et en plus le pion D4 se retrouverait en prise. Donc ça fait deux problèmes. Dans un premier temps, donc, il joue D prend C5. Alors on va envisager que Vladimir Kramnik dans cette position joue Dame E2 directement. Là, il y aurait pion prend D4, cavalier prend D4, et maintenant tout simplement un coup comme fou E7. Et là on voit que les blancs, eh bien, ils ont du mal à jouer E4 parce que le cavalier D4 est en prise. Oui. Tout simplement. Et donc Kramnik a voulu éviter ça. Donc dans cette position, il a joué pion prend C5 d'abord, fou prend C5, et Dame E2 maintenant, qui menace donc le coup E3, E4, coup qui va donc enfermer le fou B7, restreindre le cavalier F6, et ensuite permettre aux blancs de mettre le fou en G5 avec le développement d'une forte initiative dans cette position. Donc là, Kasparov joue Dame D5, contrôlant une fois de plus la case E4. Et donc empêchant le coup E3, E4, puisque maintenant le pion sera en prise. Donc Dame D5. En plus, on voit une batterie. Hein. On se demande pourquoi il ne joue pas le coup cavalier E4, qui permettait aussi de bloquer le pion. Oui, cavalier E4 dans cette position, c'était tout à fait envisageable. Et pourquoi il ne l'a pas joué? Eh bien, sans doute à cause de... Dame C2 peut-être, qui C2. attaque le cavalier et le fou C5. Cavalier E4, c'est ce coup-là. Peut-être il y avait Dame C2. C'est à vérifier. C'est clair, cavalier E4, c'est vrai que ça a l'air d'être le moyen le plus radical, en tout cas, de bloquer le pion. Dame D5. Tour D1, Vladimir Kramnik qui sort ses pièces. Alors tour D1, l'avantage c'est que ça empêche encore une fois les noirs de roquer. Puisque là, s'il y a un rock, il y aurait un piège thématique. Il y aurait maintenant fou prend H7 échec qui donne le fou, il faut prendre le fou. Mettons avec le cavalier. Mettons avec le cavalier et maintenant la tour, on voit que la tour peut prendre la dame. Voilà, tout à fait. Avec une position ici, donc après la reprise, par exemple, du pion ou du fou, hein, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. On voit que les blancs ont une dame contre un fou et une tour et un pion. C'est donc pas forcément simple, mais en tout cas, on a quand même gagné la dame. C'est pas vraiment tolérable. A priori, cette position est techniquement gagnante, mais il faut encore la transformer. Autre chose, Stéphane, dans cette position, les blancs créent une menace directe. C'est que même si c'est pas fou prend H7 échec, c'est fou B5 échec. Fou B5 échec, qui gagnera la dame de la même façon. Voilà donc les menaces de Vladimir Kramnik. Garry Kasparov joue Dame H5 dans cette position. Donc maintenant, il n'empêche plus E3, E4. Il n'empêche plus E3, E4, effectivement, et d'ailleurs, c'était le bon coup. C'était le bon coup. Peut-être Vladimir Kramnik a fait une légère imprécision. Il a joué le coup H3, ici, qui n'est pas très bon, pas très fort. C'est vrai que Joël Lautier m'a dit un coup comme H3, on n'a jamais envie de le jouer contre Kasparov. Ouais. C'est vrai que c'est un coup qui, a priori, perd du temps. Il fallait aller directement de l'avant en jouant le coup E3, E4, avec un léger avantage pour Vladimir Kramnik, à cause des raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure, ce pion A6 qui est faible, le fou B7 coupé, le cavalier F6 aussi. Donc là, il y avait une petite variante tactique à base de K et G4, mais dans cette position, il y a des complications énormes qui surgissent après fou D3 en B5, échec au roi. On va vous passer les détails, mais pour les joueurs entraînés, eh bien, le coup fou B5 échec, en tout cas, donne des très bonnes possibilités pour les blancs. Sacrifice de pièces assez en finesse. Donc Vladimir Kramnik a joué H3, mais la grosse combinaison arrive un peu plus tard. C'est pour ça qu'on ne va pas trop commenter l'ouverture, Stéphane. Tour D8. Tour D8. On se demande pourquoi il n'a pas roqué cette fois. Maintenant, Kasparov, il aurait pu roquer. Kasparov n'a pas envie de roquer dans cette position. Il a plutôt envie, comme on le verra tout à l'heure, eh bien on le verra tout à l'heure, justement. Tour D8. Mettant donc la tour sur la colonne D. C'est un plan de centralisation des pièces, très clairement. Garry Kasparov, ici, met ses pièces en jeu. Il aurait pu roquer aussi, mais il n'a pas voulu le faire. Cavalier D4 de Vladimir Kramnik, ça c'est un coup surprise. Un coup surprise. A noter quand même qu'au coup précédent aussi, Kasparov aurait pu prendre en F3.
Pour casser un peu la structure des pions de l'aile roi. Alors, dans cette position, Stéphane, je pense que prendre en F3 est une grosse faute positionnelle. On va expliquer pourquoi. Mais ça a l'air bon pourtant, puisque ça a Faut l'air prendre de F3. casser. Il faut prendre de la dame. Il faut prendre de la dame, bien entendu. Et là, on échange et il semblerait que les pions de l'aile roi sont cassés. Mais on a donné la paire de fou. On a donné la paire de fou, mais plus grave que ça. Donc, on voit que le pion A6 est faible et attaqué par le fou. Les blancs menacent de jouer A5, qui va bloquer ce pion en A6. On a la paire de fou, on est en finale. La structure des pions n'est pas encore déterminée, le centre est ouvert. Donc, ça donne des énormes avantages positionnels donc aux blancs, c'est-à-dire Vladimir Kramnik, ce qui explique pourquoi on ne joue pas fou-prend F3. En règle générale, c'est pas très bon de prendre en F3, sauf si ça nous donne justement une attaque énorme dans cette position. Après H3, fou-prend F3, c'est un coup d'attaque. Si elle échange de dame tout de suite après, c'était une mauvaise idée. Tour D8, cavalier D4. Cavalier D4 a l'air de perdre un pion. A l'air de perdre un pion. Mais en fait, non. Ça marche pas parce qu'il y a fou B5 à la fin. On va commenter ça tout de suite. Fou prend D4, c'est donc Oui. ça le coup qui ferait perdre un pion. On jouerait dame prend dame, cavalier prend, et pion prend D4. Donc là on voit, une fois de plus, Avec la paire de fou. paire de fou encore, et sur tour prend D4, donc ça serait la continuation logique pour les noirs. Il y aurait encore ce fameux fou B5, Fou échec B5, au roi, échec, et oui. suivi de ramassage de la tour, avec un gain, là, cette fois-ci, beaucoup plus simple que avant, puisqu'on a une qualité de plus, donc c'est tout à fait standard comme gain. Cavalier D4, dans cette position, Garry Kasparov n'a pas joué dame prend E2, et là, on peut donner une citation de Kramnik dans cette position. Garry Kasparov n'a pas échangé les dames parce qu'il s'est souvenu de ses vieux démons de Londres, où il avait perdu une position à peu près similaire. Ouais. Donc on peut dire que Kramnik, dans cette partie, a fait un choix psychologique en jouant cavalier D4. Peut-être qu'il avait tout anticipé, il n'a pas joué E4 avant, il s'est dit je vais jouer cavalier D4, parce que maintenant Kasparov échangera peut-être pas les dames. Et c'est effectivement, Garry Kasparov a joué dame D5. Il est revenu. Menace en mat quand même. Hein. Menace en mat, oui, une menace qu'il faut préciser. Menace en mat en G2. Dame prend G2, le baiser de la mort, toujours. La dame qui vient embrasser le roi, et ici Vladimir Kramnik revient en F3. Donc ça a l'air d'être une proposition de nul implicite, mais Garry Kasparov la refuse. Ouais, il joue roi E7. Il joue roi Donc E7. il estime qu'il est mieux. Il estime qu'il est mieux, mais on peut aussi se dire, à l'opposé, Stéphane, Vladimir Kramnik a peut-être joué cavalier F3, mais n'aurait pas répété les coups après, puisqu'il avait d'autres options. Il pouvait jouer par exemple le 3 E4. Je pense que là, Garry Kasparov a voulu profiter de son avantage à la pendule, puisqu'il était déjà un petit peu mieux. Il lui restait à peu près 17-18 minutes contre une dizaine à Vladimir Kramnik. C'est un énorme avantage au temps, puisque ça veut dire que Garry Kasparov a blitzé complètement le début, alors que Kramnik a réfléchi beaucoup. Ici, il voulait l'exploiter, Garry Kasparov. Roi E7. C'est là que commence la combinaison, une très très belle combinaison de Vladimir Kramnik, qui va en quelques coups remettre le fou et la tour en jeu. C'est-à-dire que dans cette position, il s'est dit, Vladimir Kramnik, quelle pièce ne joue pas et comment faire pour les faire jouer. Enfin, il ne s'est pas dit ça, parce qu'il sait déjà au fond de lui quel est le problème de la position des blancs. Mais il a trouvé une solution et c'est superbe. Sacrifice de pion donc. Sacrifice de pion. Puisqu'on ne sait plus, ici, si les blancs ne donnent pas ce pion, on ne sait pas comment ils vont se développer. Un coup comme fou D2, c'est moche. Ouais. C'est moche et ça n'a pas l'air efficace. Surtout que ça perd le fou D3. Surtout que ça perd le fou D3. C'est donc pas efficace du tout. Un autre coup, c'est dur à proposer. Par exemple, le coup fou prend A6, eh bien, ça ne marche pas, ça perd la tour D1. Un coup comme fou C2, ça va échanger des pièces, mais c'est pas bon, on n'arrive pas à sortir nos pièces. Il faut donc envoyer la combinaison 18 E4. Garry Kasparov se retrouve avec les pièces de Kramnik qui sortent. Il est donc obligé de prendre ce pion, Stéphane, je pense qu'on peut le Oui, lire. il faut prendre le pion, sinon c'est un aveu de faiblesse. Il faut relever le défi. Le pion étant attaqué 3 fois et défendu uniquement 2 fois, il est en prise. Cavalier prend pion E4. Attaque maintenant le pion F2. Le cavalier, l'attaquant également, ça veut dire que c'est une menace. Il faut l'éviter. Vladimir Kramnik fait fou E3. Tout ça, ça a été anticipé, évidemment. On voit l'avantage de roi E7 aussi, c'est qu'il n'y a plus fou B5 échec. Oui. Jamais. Fou E3 maintenant. Menace, fou prend cavalier E4, suivi de fou prend C5 échec. Il faut éviter ça avec les noirs. Fou prend fou en E3. Dame prend E3. Il y a eu donc un échange de fous. Le cavalier E4 maintenant, il est attaqué ou pas là? Fou prend E4 n'est pas vraiment une menace. Non, c'est pas vraiment une menace. Pas vraiment une menace. D'ailleurs, dame C5. Dame C5, donc il invite l'échange des dames. Il se retrouve avec. Effectivement, il va se retrouver avec un pion de plus, Kasparov. Ça, c'est un bon réflexe qu'a Garry Kasparov dans cette position. Quand vous avez un pion de plus ou du matériel en plus, eh bien, échanger les dames, c'est en général une bonne solution
pour simplement gagner la partie dans un style technique. On n'est pas obligé de jouer pour le mat quand on a ramassé déjà 1 ou 2 pions, on a déjà gagné la partie. Il faut savoir transformer Dame C5, échange de Dame avec un pion de plus, c'est le geste technique. Mais Kramnik ne permet pas ça, il joue le coup Dame E1, donc il évite l'échange des dames. Dame E1 qui est mieux que Dame E2 puisque ça garde un œil sur le pion B4 tout le temps, alors que sur la case E2, ce n'était pas tout à fait le cas. Maintenant, le cavalier E4 se retrouve réellement attaqué, cavalier F6, tour AC1, Dame B6. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, comparons la position avec celle qu'il y avait quelques coups avant. Stéphane, avant le coup E4, c'était celle-là. On voit les pièces de Kramnik qui sont toutes là à l'agonie. Hein, Encore à la maison. Encore à la maison. Alors qu'après la petite séquence de coups forcés qu'il a trouvé, eh bien, on se retrouve dans cette position. C'est plus du tout pareil. On a donné un pion, mais on a tout sorti. On a tout sorti. Mais on se dit que les noirs, il leur manque plus beaucoup de coups pour sortir leur dernière pièce, qui est la tour H8. Et qu'il y a quand même un pion de plus. Il y a quand même un pion de plus, c'est vrai. Dans cette position, Vladimir Kramnik a vu plus loin. Évidemment, il a vu que ces pièces avaient une activité énorme, avec le cavalier qui vient sur la case E5. Il y a la case C6 qui est très faible. Ça va jouer et on va voir maintenant, ça va être du grand style. Cavalier E5, tout de suite. Tour D4. Tour D4 pour activer la tour H8. C'est la faute décisive. Difficile à dire quand même. Difficile à dire, oui. C'était pas facile à comprendre, mais dans cette position, le coup tour D8 en D4 perd de manière pratiquement forcée. Eh oui, impressionnant. Il faut le voir. Hein. Il faut le voir. Et d'ailleurs, on va voir, on ne peut pas vraiment poser cette question aux internautes qui nous regardent, Stéphane, parce que c'est quand même très très compliqué. Oui. Dans cette position, il y avait des bons coups. Je pense qu'il fallait jouer quelque chose comme cavalier D5, un coup qui renforce la position, qui rend tout ça solide et compact. Tour D4, la faute. Dans cette position, il y avait KC4 qui était intéressant, mais Vladimir Kramnik a vu beaucoup plus joli, beaucoup plus beau. Fou prend pion A6, un coup qu'on peut qualifier d'extraterrestre. Oui, extraterrestre, on se demande ce que va faire le fou sur la case A6. Il est en prise. Oui. La tour D4 est protégée par la dame. Ça a l'air de perdre une pièce. Ça a l'air de perdre une pièce. Alors, première remarque, Stéphane, après fou prend fou A6, eh bien, ici, ça gagne tout de suite à cause de la fourchette en C6. Cavalier C6, échec. Échec au roi, et on prend la tour D4 au coup d'après. Voilà, donc déjà, ce fou n'est pas prenable tout de suite. Donc, bien entendu, il y a tour prend tour D1, intermédiaire. Voilà. C'est-à-dire que là, on met une tour ici qui est très forte. Donc, c'est un échange de tours. Les blancs sont obligés d'aller reprendre la tour. Ils reprennent avec la tour. Alors, s'ils avaient repris avec la dame, ça faisait, après tour D8, une partie à peu près égale. Tour prend D1, laissant le fou en prise, puisque maintenant, il n'y a plus cette combinaison avec cavalier C6. Échec, puisque déjà, le cavalier ne serait pas défendu. En plus, il n'y a plus rien en D4. Oui, il n'y a plus rien en D4. Donc, plus rien ne marche. Donc, on se demande ce qui se passe sur fou prend A6. Et c'est ce que fait Kasparov. C'est ce que fait Kasparov, bien entendu. Et là, c'est tout à fait fantastique ce qui suit. Il a une pièce de moins, Vladimir Kramnik, une pièce nette de moins. Hein, on voit, il n'a plus qu'un cavalier. Il aurait pu prendre de la dame aussi, non? Prendre de la dame? Alors, s'il prend de la dame, c'est plus dangereux. Alors, non, je crois qu'il y a mat en quelques coups s'il prend de la dame. S'il prend la dame, il y a dame prend B4, échec. Ça va aller très très vite. Dame prend B4, échec au roi. Là, il y a donc le coup roi 8 forcé. Et maintenant, on monte la tour de D1 sur la case D6. Et là, ça commence à chauffer. Là. Ça commence à chauffer méchamment parce que la dame est attaquée. Cette dame en B4 peut prendre le fou B7, peut venir faire échec sur la case B5 suivi d'un mat rapide. Dans cette position, je crois qu'on peut dire que la position de Garry Kasparov est désespérée. Ça paraît beaucoup plus logique de prendre A6 avec le fou, d'autant plus que dans cette position, donc on ne donne pas le pion B4 avec échec. Il n'y a pas d'échec possible pour les blancs, ou alors en tout cas ça a l'air de perdre du matériel. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe, oui? Eh bien, il se passe que Vladimir Kramnik joue dame prend pion B4 échec, mettant la dame en prise. Donnant la dame. Garry Kasparov est obligé de prendre. Cavalier C6 échec, fourchette, Récupère la dame. puisque ça attaque en même temps le roi et la dame. Et à noter que roi E8 serait sanctionné par un mat immédiat. Roi 8, on n'irait pas se laisser distraire par la dame. On jouerait tour D8, échec et mat, puisque le roi noir n'a plus de cases. Le cavalier contrôlant et la case D8 et la case là et la tour. Les deux dernières pièces mettent mat. Voilà, exactement. Un mat très pur, très Donc ça économique. oblige le prochain coup de Kasparov qui est obligé de jouer roi F8. Roi F8. Le geste technique de Vladimir Kramnik qui ne prend pas la dame immédiatement mais qui colle d'abord un échec intermédiaire. Tour D8 échec. Tour D8 échec, qui ramène le cavalier sur la case E8 où il sera moins actif. Cavalier 8 forcé. En plus, la tour de Kramnik en D8 est très très forte. Cavalier prend dame B4. Attaquant le fou. Continuons à attaquer le fou. Donc on voit que la séquence est forcée depuis fou point A6. Hein, Stéphane, tout est forcé dans cette position. C'est la première fois que Garry Kasparov a un choix. Il peut jouer soit fou B7, soit fou C4, soit fou E2, soit le coup roi E7. Beaucoup de possibilités pour Garry Kasparov.
mais elles sont toutes mauvaises. Ah oui, en fait, le problème, c'est que, on va voir, c'est que ce fou à 6, finalement, va se retrouver piégé. Le fou à 6 est piégé dans la variante de la partie, mais le problème, pour généraliser un peu plus, c'est qu'il y a un pion à 4 qui est très fort, qui avance très vite, c'est une vraie flèche. Il peut aller à dame. Et l'autre problème énorme, c'est cette tour en D8 qui est complètement monstrueuse, puisque derrière, il y a la tour H8, le roi et le cavalier. Donc à elle seule, elle immobilise 3 pièces noires. Effectivement, on peut dire qu'ici, il y a de l'attaque, ou en tout cas, il y a une activité de pièces énorme, malgré le fait qu'il reste presque plus de matériel au blanc. Il n'y a plus que 2 pièces, mais elles sont surdynamiques. Fou E2. Fou E2. Le choix de Garry Kasparov. On peut commenter d'autres coups. Je ne sais pas, par exemple le coup fou B7. Ouais, fou B7, ouais. Qu'est-ce qui se passerait sur fou B7? Fou B7, eh bien on pousse le pion A, direct, hein, on n'a pas de temps à perdre. Supposons le coup roi E7, tour B8. Et maintenant, je ne sais pas trop ce qui peut se passer. Le fou peut venir sur la case de 4. Par exemple, fou E4. Là, F3, je pense qu'on jouerait F3. F3 et après A6. Et ensuite, on pousse le pion, puisqu'on voit que le cavalier en C7 est complètement bloqué, puisque la tour H8 est clouée. Hein. Ce cavalier est cloué, la tour H8 est en prise derrière. Donc là, on ne peut plus empêcher le pion A d'avancer. Donc ça, c'est une première variante qui montre bien ce qui se passe. Le coup choisi par Garry Kasparov, c'est fou E2. Et là, on va voir, c'est superbe. Vladimir Kramnik ne pousse pas son pion A, ne fait rien. Il joue simplement le coup F2, F3 avec une idée cachée. Une idée diabolique. Une idée complètement diabolique dans cette position, c'est clair. L'idée, c'est en fait, Kasparov, qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu joues Et en plus, qu'est-ce que tu joues? Et en plus, j'enlève des cases à ton fou. Exactement. J'enlève des cases à ton fou. On voit que le fou ne peut plus partir par là, puisqu'il est bloqué par le pion. Donc ça, c'est plus une option. Garry Kasparov, il dit, facile, hein, je sors ma tour, de loin. Ouais. Je vais faire une manœuvre de sortie. Très long quand même. Un peu artisanale. Mais en tout cas, j'ai quand même une pièce de plus. Si j'arrive à sortir ma tour, eh bien, je vais gagner la partie. Maintenant, B2, B3. Superbe. Contrôle encore une case du fou. Alors là, on voit. Maintenant, on va compter les cases restantes pour le fou. Hein. Donc il y a celle-là qui est contrôlée par le cavalier et par la tour. Le pion contrôle, le pion contrôle, le cavalier contrôle, la tour contrôle, le roi contrôle. Et là, on voit que le pion l'a bloqué. Donc le fou n'a plus de cases. Donc maintenant, Garry Kasparov ne peut plus rien faire. Il joue tour H6. Roi F2 attaque le fou, qui n'a plus de cases. Qui n'a plus de cases, qui est perdu. Tour G6, Garry Kasparov sort péniblement sa tour. Roi prend fou. Tour prend G2. Bilan matériel, c'est toujours égalité matérielle maintenant, Stéphane. Kramnik a récupéré sa pièce, mais Kasparov a pris un pion au passage. Simplement, il y a une différence d'activité des pièces qui est énorme. Différence d'activité et surtout un pion passé A qui est très rapide. Pion passé A extrêmement rapide. Le roi de Vladimir Kramnik qui est au centre, en D3, comparé au roi de Kasparov qui est en F8, donc qui est encore très loin. On rappelle un grand principe en finale, Stéphane. En finale, eh bien, il faut mettre le roi au centre. Le roi est une pièce forte. Oui, le roi est une pièce qu'il faut activer. Autant au début, il faut le mettre à l'abri quand il y a encore les dames. Autant à la fin, il devient une pièce avec une grosse activité, puisqu'il contrôle beaucoup de cases. Garry Kasparov continue à se battre. Tour G3. Le pion de Kramnik avance en A5. Là, il ne se laisse plus distraire par des pions, maintenant Vladimir Kramnik. Tour prend F3 échec. Roi C4. On voit que le roi vient soutenir le pion A. Et maintenant, il n'y a plus de défense contre l'avancée de ce pion, Stéphane. Garry Kasparov décide d'abandonner. Superbe. Impressionnant. Impressionnant, ce fou prend A6 qui est sorti de nulle part, et surtout en partie rapide, il fallait le voir. Hein. C'est clair, c'est clair. Non, très, très très belle, vraiment superbe victoire de Vladimir Kramnik. Il faut dire que maintenant, il a vraiment posé à Kasparov un complexe. Garry Kasparov, on a l'impression qu'il ne sait plus jouer contre Vladimir Kramnik. Oui, il ne sait plus jouer, disons que... il est quand même bloqué. À noter quand même qu'avec les Blancs, Kasparov s'est heurté une nouvelle fois à la défense berlinoise et qu'une nouvelle fois, Kramnik a tenu avec sans problème. Kramnik a tenu très très facilement dans cette défense berlinoise. Donc on rappelle, tournoi anniversaire de Viktor Korchnoi pour ses 70 ans. Victoire de Vladimir Kramnik qui bat Garry Kasparov. Korchnoi s'en porte pas trop mal. Il s'est qualifié pour les quarts de finale. Il a été éliminé contre Kasparov. Spassky aussi a été qualifié en quart de finale. Il a été éliminé par short. En tout cas, au final, c'est Vladimir Kramnik qui bat Kasparov. C'est le souvenir qu'on gardera de ce tournoi. On gardera également au souvenir que Viktor Korchnoi joue très très bien. Oui, toujours très bien. Il s'est fait éliminer que par le King Kasparov. Alors, changement de sujet, Mémorial Capablanca. Mémorial Capablanca, je crois qu'on va avoir une partie modèle. Oui. Une partie modèle, puisqu'elle se joue
Elle se joue en très peu de coups entre Miles et Igor Nataf. Miles contre Igor Nataf, donc on va rester sur l'échiquier pour regarder cette deuxième partie du programme diagonal. Effectivement, dès que ça sera prêt, la voilà. Donc on va passer assez rapidement sur l'ouverture parce qu'on a très vite envie d'aller à la combinaison, Stéphane. Il y a une combinaison qui est tout à fait excellente. Ouais. Donc D4, c'est Tony Miles qui est un anglais un petit peu farfelu. Ouais. On peut parler de ça. Ouais, farfelu, ouais. Complètement farfelu. Contre Igor Nataf, the opening specialist, le spécialiste des ouvertures. Il travaille comme un fou tout le temps et il connaît sur le bout des doigts ses ouvertures. Donc là, il allait jouer une Est-Indienne, mais Miles lui a dit stop. Ouais, il lui a dit stop, hop, je fais un mur contre ton fou G7. Exactement, fou G7. On voit que donc ça c'est un fianchetto. Le fou s'est mis sur la grande diagonale, mais Tony Miles, lui, il lui a mis des pions pour le contrer. Fou G5, il sort ses pièces, petit roc, cavalier BD2, D6, E4, tout ça c'est très classique. C5, une attaque normale. Il faut absolument miner le centre. Ça c'est un réflexe dans toutes les ouvertures aux échecs. D5, H6, attaque le fou G5. Fou H4, E6, toujours l'attaque du centre. Pion prend E6, là c'est un coup atypique qui est joué par Tony Miles. Normalement on dit qu'il ne faut pas prendre E6 parce qu'après fou prend, eh bien les noirs ont énormément d'activité, ce qui a l'air vrai dans cette position. Mais Miles a vu plus loin. Fou C4, il essaie d'échanger les pièces. D5 joué par Igor Nataf. Pion prend D5. Fou prend. Petit roc. Petit roc. On met le roi à l'abri. Et là, il y a une différence fondamentale entre les deux positions, Stéphane. C'est que les blancs ont complètement anéanti la force du fou G7, alors qu'en revanche, les noirs doivent supporter ce fou H4 qui cloue le cavalier F6 et qui est donc une pièce plus forte que le fou G7. Ouais, qui est embêtant. C'est toujours embêtant, hein, ce clouage. Il faut donc dire que comparativement, ici, les blancs ont un avantage puisque leur fou de case noire est bien plus fort que le fou de case noire des noirs, alors que les deux autres fous vont s'échanger. Cavalier C6, Dame C2, cavalier A5, ça c'est une faute. Il ne faut pas exporter votre cavalier à la bande. Très clairement, Igor Nataf aurait pu trouver mieux dans cette position. Ce n'était pas le bon coup. Fou prend D5, Dame prend D5. Ici, il y a un léger avantage pour les blancs, mais Tony Miles va le transformer en deux coups. Tour à D1, Dame H5, faute décisive. Ouais, ça paraît curieux. Hein. Ouais, déjà, faute décisive, ouais. Enfin, pas tout à fait décisif, mais... Si, bon, à partir de là, on peut dire que les noirs vont perdre un pion. Donc on va vous laisser chercher un petit peu, peut-être 3-4 secondes. Ouais. Dans cette position, les blancs ont une combinaison absolument surprenante. Ouais, surprenante, ouais, tout à fait. Mais bon, alors attention, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un problème 5 étoiles de Libé, c'est plus dur. Ouais, c'est plus dur, ouais. C'est très très dur même. Dame A4. Attaque le cavalier. Attaque le cavalier qui est sur la case A5. Cavalier C6. Il y a B6 qui est possible aussi, mais qui perd pour les mêmes raisons. Cavalier C6, c'est le choix d'Igor Nataf. Et maintenant, un coup qu'on peut qualifier de difficile à trouver dans la mesure où on a du mal à y penser. Ouais. Il faut donner un fou. Ouais. Fou prend cavalier Fou F6. prend cavalier F6. Fou prend fou. Et là, la pointe, Cavalier E4. cavalier E4. Attaque le fou qui est sur la case F6. Bon, jette un œil sur le pion C5, mais il est défendu par la dame pour l'instant. Il y a plusieurs défenses possibles pour les noirs, il y a plusieurs réponses. Après le coup fou E7 joué par Igor, eh bien, c'est la cagade. Et Puisqu'il y a ici un enfermement complètement inattendu de la dame d'Igor Nataf. Cavalier G3. Abandon. Abandon. C'est abrupt. C'est abrupt, il faut expliquer pourquoi. Alors, toutes les cases sont contrôlées. On voit la dame qui est attaquée par le cavalier. Donc, cette case-là est contrôlée par le cavalier. Cette case-là, contrôlée par le cavalier. Cette case-là, par le cavalier. Et cette case-là, par la tour. Donc, pour l'instant, de ce côté-là, foup, la dame est ramassée. Ici, eh bien, il y a la dame blanche. Ici, même explication. Et ici, eh bien, il y a le pion blanc. Donc, on voit la dame noire ne peut plus s'échapper. Et ouais, elle a été prise au piège. Prise au piège. Donc, Stéphane, tu mentionnais tout à l'heure En 19 coups. qu'il y avait une défense possible qui était donc de jouer le coup B7, B5, une contre-attaque. Ouais, tout Ça, à fait. c'est un réflexe qu'il faut avoir, c'est le réflexe du désespoir. Ouais. Mais après, dame prend pion B5, eh bien, effectivement, on a libéré une case pour la dame, Mais la on case G4. on perd le cavalier. On perd le cavalier C6, donc c'est terminé. Et donc, après cavalier G3, eh bien, Igor Nataf a capitulé. Pas d'autre solution, malheureusement. Terrible. Complètement terrible. C'est vraiment bouleversant. On peut regarder dans cette position, revoir l'image au ralenti. Qu'est-ce qui a fait que Tony Miles a trouvé? Alors, est-ce qu'il n'aurait pas pu trouver une solution après cavalier E4 quand même? Alors, après dame A4, l'idée du coup dame A4, Stéphane, c'est de contrôler la case G4. Oui. Ça, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas, on ne fait pas que attaquer le cavalier A5, on va aussi contrôler la case G4
pour l'enfermement futur. Donc en fait, comment Tony Miles a réfléchi? Je pense qu'il s'est dit, voilà, je peux jouer fou prend F6, fou prend cavalier E4. Il s'est dit ça dans cette position-là. Je peux aller prendre prise cavalier E4 et cavalier G3, mais la dame de Igor aura la case G4. Comment faire pour lui enlever cette case? Hop, j'ai trouvé, je fais dame A4. Ok, c'est 6. Et maintenant, j'envoie le truc. Fou prend, cavalier E4. Voilà, ici, est-ce qu'il n'y a pas une solution? Est-ce qu'on ne peut pas jouer par exemple dame F5? Dame F5, tout à fait. C'est un coup jouable. Mais il y a, je crois, tour D5. Petite anicroche tactique. Tour D5. Puisque si la dame vient prendre la tour D5, eh bien, il y a cavalier prend F6, fourchette, Ouais. qui va gagner la dame. Donc après tour D5, il faut jouer un coup comme dame E6 ou dame Ouais. F4. Dame E6, ouais, ou dame F4, dame E6. Dame E6 par exemple. Et là, eh bien, il y aurait tout simplement tour D6 qui ramasse le foufou. Qui ramasse le fou. Et sur dame F4. Et sur dame F4, donc nouvelle possibilité. Après tour D5, dame F4. Hop. Il y aurait, bon, il y a plusieurs choix. Il y a tour D7 qui est très fort, qui rentre complètement les pièces. Bon, après tour D7, il n'y a plus vraiment de défense, Stéphane. On va ramasser le pion B7. On peut toujours prendre en F6 quand on en a envie. Le quai C6 est faible. Donc ici, effectivement, on peut dire que les noirs ont limité la casse, Ouais. mais vont quand même perdre le pion B7 et après, ça devient techniquement perdant. En tout cas, contre un grand maître comme Tony Miles, qui, dans ce genre de position, on peut le dire, assure. Oui. Pas mal, bien vu. Mais bon, en fait, c'est vrai que c'est quand même une cagade, quoi. Disons que s'il l'avait vu, il aurait joué dame F5. Bien entendu, bien entendu. Igor s'est laissé surprendre par cavalier G3. Il n'a pas soupçonné que sa dame puisse être enfermée. Effectivement, c'est le problème. Donc, fin des parties commentées, Stéphane. Je crois que tu avais encore une combinaison. Il y en a une troisième, mais on a, quand même un oui. reporter spécial donc pour la Oui, c'est rubrique vrai. Chess People qui est à Cannes, que nous allons donc joindre en direct. Ouais. C'est notre célèbre collaborateur maintenant, Jean-Luc Chabanon. Jean-Luc Chabanon, qui est au Festival du film à Cannes. Un festival du film très intéressant. Donc Oui, alors qu'est-ce qu'il fait là-bas? Eh bien, c'est simple. Jean-Luc Chabanon s'intéresse à la vie des stars. On peut dire que c'est le Stéphane Bern des échecs. Il a donc été suivre tout ce qui se passait à Cannes. Donc, dès qu'il sera en ligne, eh bien, nous allons lui parler. Donc là, il mène son enquête pour l'instant. On rappelle quand même, Stéphane, donc là pour Chess People, que Jean-Luc Chabanon vient d'être grand maître. Oui, il vient d'être grand maître. Il a eu sa 3e norme au tournoi, en national, je crois, c'est ça? National 1, tout à fait. National 1. Championnat de France par équipe. Et on va rappeler d'ailleurs que c'est Monaco qui est champion. Voilà, ça on le dira, on dira un petit mot là-dessus à la fin sur Monaco champion de France. Donc Jean-Luc Chabanon, grand maître d'échecs, il vient de fêter son titre hier à Cannes, il est donc comme un fou. Et nous l'avons tout de suite en ligne. Allô? Et non. Chess People avec Jean-Luc Chabanon en direct de Cannes. Jean-Luc? Bonjour Éloi. Alors voilà, nous avons donc une incrustation de Jean-Luc. Alors tu es à Cannes et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des stars du jeu d'échecs qui sont sur la croisette? Et oui, comme d'habitude, il y a des stars partout en France. Et actuellement, donc, il y a notre numéro 1 franco-kazakh, Vladislav Tkachev, qui était à Cannes ces jours-ci. Et donc une actualité très chargée. Alors qu'est-ce qu'il a fait Vladislav à Cannes? Pourquoi il est là-bas? Et donc Vladislav Tkachev, qui est, je tiens à le signaler, un admirateur, un inconditionnel de Sophie Marceau, a fait la montée des marches donc pour la cérémonie d'ouverture. Et il est donc allé voir le film australien Moulin Rouge. Donc un film australien produit par les Américains et sur une histoire française. Donc pour un joueur kazakh et russe qui joue en France, c'était parfait, quoi. Donc un grand moment. D'accord Jean-Luc, c'est très clair. Donc tu as fêté ton titre là à Cannes puisque tu viens d'être grand maître au club d'échecs de Cannes. Ça s'est bien passé? Évidemment, ouais. Donc je viens de fêter mon titre au club de Cannes Échecs. On a fêté également notre première place ex aequo au championnat de France par équipe. Et donc le champagne coule à flot sur la Côte d'Azur. Donc là je suis en direct de la Croisette, sur la plage Orange. Est-ce qu'il y a une soirée ce soir? Et la fête a été folle. Il y a eu mes meilleurs amis, donc Mortas, l'entraîneur de Vlad, et mon président de club. C'était vraiment un grand moment. D'accord, donc Chess People en ce moment, il se passe rien de particulier, rien à dire sur Laurent Fraissinet? Laurent Fraissinet, oui. Donc Laurent Fraissinet qui fait son grand retour à la maison,
qui a fait un comeback par Marseille et il est rentré voir ses parents pour se reposer avant le championnat d'Europe qui aura lieu donc bientôt en Macédoine. D'accord, eh bien Jean-Luc, on va te remercier pour ces nouvelles people des stars du jeu d'échecs et puis on se donne rendez-vous dès que tu es rentré de Cannes, hein, tout simplement. Voilà, à bientôt. Merci. Voilà, Jean-Luc. Jean-Luc Chabanon en pleine forme, en direct de Cannes. Je crois qu'il est allé voir un film japonais, il nous a dit. Oui, il est très, très friand de la culture cinématographique japonaise. Donc Jean-Luc Chabanon en direct de Cannes. On rappelle que ça a quand même été sa nation, enfin son fief pendant 2 années, puisqu'il a été entraîneur du club de Cannes. Ça fait 3 ou 4 ans qu'il joue pour le club. Et il s'était installé là-bas dans un appartement avec quand même vue sur la mer. Très très bel appartement de Jean-Luc Chabanon à Cannes qu'il a quitté, puisque maintenant il est venu habiter sur Paris, Jean-Luc. Oui. Voilà donc, fin de la rubrique Chess People. On va terminer avec l'annonce des tournois peut-être, puisqu'il y a pas mal d'éléments qu'on a ratés avec le Sénat, Stéphane. Oui. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de news, notamment la femme de Joël Lautier, Almira Skripchenko-Lautier. Ah oui, qui est devenue championne d'Europe féminine. Championne d'Europe, donc Almira, qui a battu en match de départage Alisa Galiamova-Ivanchuk. Donc on voit beaucoup de femmes de joueurs dans ce championnat d'Europe, puisque Alisa Galiamova donc, a été la femme d'Ivanchuk. Et elle a gagné, remporté cette compétition. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, je crois que. Parce que les échecs féminins, le niveau monte. Oui, elle n'est pas française, je crois. Elle est moldave. Toujours moldave. Enfin, elle joue pour l'équipe de Moldavie. Oui, mais elle a la nationalité française. Ouais, elle a double nationalité. Mais elle ne joue pas le championnat de France féminin. Non, elle ne le joue pas. Je pense qu'elle n'a pas spécialement envie de le jouer, dans la mesure où elle serait énorme favorite. Il n'y a pas vraiment de match. Elle a plus de 2500 points Elo, alors que la meilleure française n'a que 2300. En tout cas, il y a Marie Sebag dans les échecs féminins français qui peut commencer à lui poser des problèmes puisqu'elle est jeune et complètement imprévisible. Oui, tout à fait. Et puis elle progresse très vite. En tout cas, nous félicitons Almira pour sa victoire au championnat d'Europe. Elle jouera très prochainement le championnat du monde féminin qui aura lieu bientôt, le championnat du monde FIDE féminin, puisque le championnat d'Europe était qualificatif. Donc même système pour les hommes. Le fameux championnat d'Europe dont parlait Jean-Luc. Où il y aura 46 places qualificatives. 46 places, ça a l'air énorme, mais en fait c'est très très dur puisque Stéphane. Ils seront tous là. Ils seront tous là et on sait très bien, enfin, de toute façon, c'est les Européens qui dominent la scène mondiale des échecs. Alors qu'on voit Jean-Luc Chabanon en fond d'écran, ce qui est toujours très plaisant. Très plaisant. Donc c'est les Européens qui dominent la scène mondiale du jeu d'échecs. Donc 46 places qualificatives, c'est pas mal puisque bon, c'est quand même, il y a 100 joueurs qualifiés en tout. Oui, et puis il y en a pas mal qui sont qualifiés à l'Elo directement. Voilà, donc bon, je pense que c'est quand même un bon ratio. Ça a dû être calculé en fonction du classement Elo tout simplement. Début du tournoi de Sarajevo pour la semaine prochaine, mais ça donc on en parlera la semaine prochaine. À noter que le tournoi est beaucoup moins fort que l'année passée. L'année passée c'était un top. Oui, il y avait Kasparov, Kramnik. Non, il n'y avait pas Kramnik. Il y avait Kasparov, Shirov, Adams. Et Leko, Morozevich. C'était un très fort tournoi. Là, il n'y aura pas Kasparov. Il y aura en revanche Topalov, Kirill Gorgiev, qui sont les meilleurs joueurs bulgares. Bon, il y aura évidemment des très forts joueurs, mais en tout cas, ce n'est pas de ce niveau-là. Monaco, champion de France. Ça fait toujours curieux, mais Monaco est français. Il faut quand même le rappeler. Championnat de France par équipe. Situation très très tendue. On rappelle que Clichy dominait le championnat, avec son équipe très très forte, son équipe massue. Dans les premiers échiquiers, Gritchouk, Vandveli, Joël Lautier et Yevgeny Barayev, donc une très très belle équipe. Oui. En plus, au niveau des Français, c'est pas mal non plus, puisqu'après, il y a Apicella, Nataf et Olivier René. 9 grands maîtres dans l'équipe, enfin 8, plus Marie Sebag. Et la meilleure féminine. La meilleure féminine française, clairement. Il y avait l'équipe de Monaco avec Michael Adams, qui marche très bien. Et Éloi Rolange, donc. Éloi Rolange, au passage, oui, qui a bien joué le dernier week-end. Qui a bien joué le dernier week-end, et notamment la partie contre Clichy. Partie contre Clichy, on va donc, avant d'aborder ce match-là, il y avait donc Clichy qui avait un point d'avance sur Cannes et Monaco, mais Clichy devait jouer les deux clubs. Clichy joue contre Cannes et perd le match. Donc 3 clubs se retrouvent ex aequo. Cannes, Monaco, Clichy, tous ex aequo. Monaco joue contre Clichy, donc avantage pour Cannes. Monaco bat Clichy. Effectivement, match gagné 2-1. C'est des matchs qui sont très chauds dans la mesure où la moyenne Elo est très proche. C'est 2530 de moyenne sur 9 échiquiers. C'est énorme. Donc ça se joue à très très peu de choses. Il y a très peu de victoires, très peu de défaites. Tout le monde joue en très très solide. On ne veut pas perdre dans ces matchs-là. Donc victoire 2-1 pour Monaco. C'est Igor Efimov qui a perdu contre Olivier René. Alors que justement j'ai battu Apicella et il y a eu encore une victoire. Mais je ne sais plus qui c'était. C'est Marciano, je pense. La féminine, non? Non, Marciano qui a battu un Anglais, qui a battu Ebden, ou Kosten. Non, enfin, je sais plus, peu importe. Donc, Monaco, champion de France par équipe. 2e, Cannes. 3e, Clichy. Donc, un très beau podium final.
3 très très belles équipes. L'équipe de Cannes avec Jean-Luc Chabanon notamment, puisqu'on va citer les collaborateurs diagonales qui jouent le championnat de France par équipe. Donc Jean-Luc Chabanon joue à Cannes. Ouais. Il a gagné avec, il y avait Mourtas, Kaskaleyev, Vladislav Tkatchev, une équipe jeune, sympa et branchée qui était là-bas. Dernière activité en ce moment, le tournoi de Salou en Espagne. Alors ça, c'est un tournoi qui est organisé par le couple Hicham Amdouchi et Arthur Kogan. Ah bon ? Dis couple au niveau organisationnel, C'est évidemment. organisé par un Amdouchi. Oui, c'est organisé par des joueurs d'échecs qui sont allés s'installer à Salou, ville très sympathique proche de Barcelone, et qui organisent régulièrement des tournois de grands maîtres. Donc c'est des tournois qui sont ouverts à tous, c'est des tournois fermés mais ouverts. Donc c'est un concept spécial, c'est-à-dire qu'on peut se faire inviter à Salou, il faut se renseigner, contacter Hicham Amdouchi, donc il y a les informations sur les sites internet en ce moment. Et donc là, il y a une grosse présence française, puisqu'il y a Santoroman, Didier Collas, Davoud Pira, également Robert Fontaine, qui marche très très bien, puisqu'il va peut-être réaliser une norme de grand maître. Bravo. Voilà, tournoi de Salou donc. Stéphane, je crois qu'on a tout mentionné. Je crois qu'on a fait le tour et qu'on arrive à la fin de l'émission. On va rappeler la victoire de Laurent Fressinet au Sénat quand même. Ouais, Laurent Fressinet au Sénat. Et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Diagonale.